Chers parents, bonjour. Je suis donc Julie Berg, la directrice des relations internationales. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur la réunion que j'ai faite avec vos enfants, nos étudiants, la semaine du 10 octobre, pour leur présenter tout ce qu'il y a à savoir avant de partir en échange. Donc, c'est ce qu'on appelle une réunion de préparation au départ. Là, je vais revenir avec vous sur tout d'abord les exigences académiques pendant leur échange à l'étranger. On va d'abord leur demander de choisir des cours dans des domaines d'enseignement qui seraient ceux qu'ils suivraient s'ils restaient ici à l'ISTC au second semestre, à savoir donc respecter les grands pôles de l'ISTC, économie, gestion, management, marketing, communication, ou encore des matières plus culturelles. J'ai pris l'exemple véridique de cours comme cuisine thaïlandaise. Ça a beau être culturel, ce ne sera pas accepté. Il faut qu'il y ait un lien avec l'ISTC et ce qu'il ferait ici en France. En termes de charge de travail, il y a deux cas différents, c'est-à-dire que soit l'étudiant reste en Europe et dans ce cas-là, il suivra la charge de travail d'un étudiant en Europe, la charge de travail normale, la charge de travail qu'ils ont, eux, depuis leur début ici à l'ISTC, à savoir 30 crédits ECTS, que 30 European Credit Transfer System, c'est ainsi que ça s'appelle, par semestre. On ne leur demandera ni plus ni moins. Et il faudra avoir validé ces crédits à la fin du semestre. S'ils partent en dehors de l'Europe, là, ça marche un peu différemment puisqu'il n'y a pas de normes internationales. Et donc, nous, on se fie à la charge de travail d'un étudiant local, c'est-à-dire un étudiant en Corée du Sud, par exemple, suit 15 crédits. Et donc, nous, nos étudiants, suivront 15 crédits s'ils partent en échange à l'étranger. Ça correspond à une charge de travail plus ou moins égale à ce que feraient nos étudiants ici. Il faut savoir qu'il y a parfois moins d'heures de cours, mais qu'il y a plus d'heures réservées à la préparation des cours. Donc, il ne faut pas toujours se fier au nombre d'heures sur l'emploi du temps, puisque en France, on est quand même les champions du monde pour avoir de nombreuses heures sur l'emploi du temps de nos étudiants. Et donc, les étudiants qui partiront hors Europe recevront un email d'ici la mi-novembre pour leur spécifier le nombre de crédits qu'on attend d'eux sur place, que ce soit aux États-Unis, en Indonésie ou encore en Corée du Sud. Et la validation des crédits permettra la validation du semestre à l'international selon une grille de conversion. Donc, c'est-à-dire qu'un A aux États-Unis va valoir, par exemple, 16 sur 20, etc., etc. Et les étudiants seront prévenus en amont de cette grille de conversion afin qu'il n'y ait pas de surprise le jour où ils recevront leur bulletin de notes converti. Au niveau de la validation de l'échange, donc ça se déroule en plusieurs étapes. Et des étapes qui sont vraiment à suivre avec grande attention par les étudiants. Donc, dès que la future université d'accueil le demande, les étudiants doivent faire leur choix de cours, puis l'envoyer pour validation à moi-même, donc Julie Berg. Ensuite, une fois que ça s'est fait, il faut qu'ils remplissent ce qu'on appelle le Learning Agreement. En gros, c'est un contrat qu'on passe entre les trois parties concernées, c'est-à-dire l'université d'accueil, l'ISTC et l'étudiant. Donc, tout le monde signe ce document et l'université, comme ça, garantit que l'étudiant est bien inscrit dans les cours. Nous, on sait qu'on a validé ces cours-là pour l'étudiant et l'étudiant, c'est donc qu'à la fin, lui, il doit absolument valider les matières qui sont indiquées sur ce document. Ensuite, il faudra que chaque étudiant passe les examens sur place, donc dans l'université d'accueil, selon les conditions des étudiants locaux. Il est hors de question que nos étudiants demandent des passe-droits parce qu'ils sont étudiants internationaux. Ils doivent se fier aux mêmes règles que les autres. Ensuite, à l'issue de l'échange, il faudra bien évidemment nous faire parvenir les résultats officiels par email en règle générale. Et si jamais une matière n'est pas réussie, alors l'étudiant a à sa charge de s'inscrire pour les rattrapages dans l'université d'accueil. Et en cas de nouvel échec,
l'ISTT peut mettre en place des rattrapages en interne ou en fonction des résultats du premier semestre, également proposer un redoublement. Les rattrapages peuvent se dérouler à distance, c'est-à-dire que l'université d'accueil nous envoie les sujets et l'étudiant le passe sous notre surveillance ici à l'ISTC. Ou alors, l'université peut tout à fait demander à l'étudiant de repartir dans le pays pour passer les rattrapages. Et dans ce cas-là, nous n'aurons pas le choix que de demander à l'étudiant de partir en Espagne ou en Italie, comme ça a été fait les années précédentes, pour passer ce rattrapage. Je l'ai dit aux étudiants, un étudiant qui est à minima sérieux, qui va en cours, qui travaille ses cours, n'a aucune raison normalement d'aller au rattrapage à l'étranger. On a un bon système d'éducation en France qui nous permet de garantir normalement avec un minimum d'investissement de la part de l'étudiant, de lui garantir la réussite à ses examens. Ensuite, il y a beaucoup de questions actuellement sur l'inscription dans l'université partenaire. Donc, sachez qu'on est dans la période, dans l'étape 1, en fait, où on reçoit les dossiers d'inscription pour les universités. Et donc, on les transmet immédiatement aux étudiants et qu'on assure surtout un suivi derrière, un accompagnement, puisque chaque étudiant remplira son dossier d'inscription avec une personne du service Relations internationales, que ce soit moi-même ou Dana Debomy, qui est également là pour aider les étudiants. Nous, ce qu'on demande aux étudiants de leur côté, c'est vraiment de bien lire tous les documents qui sont envoyés et de venir au rendez-vous d'inscription avec tous les documents qui sont demandés, puisque on ne se contente pas de transférer le message de l'université, mais on décortique déjà dans notre message les différentes étapes et surtout les documents qui seront demandés au cours de l'inscription. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et je leur ai rappelé également que c'était eux les acteurs de ce projet d'internationalisation. C'est eux qui vont partir. Donc nous, on est là pour les accompagner, que ce soit vous, parents, ou que ce soit nous, membres du staff administratif. On est là pour les accompagner, mais en aucun cas, on est là pour faire à leur place, puisque c'est eux qui doivent être acteurs de ce projet et acteurs, j'ai envie de dire, actifs. La même syllabe au début, mais il faut vraiment qu'ils soient dans l'action. Je pense que c'est vraiment important de leur rappeler. L'étape 2, donc suite à l'inscription, et ça on ne peut pas anticiper, il faut s'inscrire ensuite pour être admis, ça semble logique, mais parfois on veut un peu brûler les étapes. Et donc il y aura l'admission package qui sera reçu par l'étudiant de la part de son université d'accueil, avec en général une lettre d'admission qui peut servir pour aller faire la demande de visa auprès de l'ambassade. Il y aura les dates d'échange, bien les respecter. Je leur ai dit également qu'il ne fallait pas arriver en retard le jour de la rentrée. Ils auront les informations sur les cours, éventuellement sur le logement. Ensuite, étape 3, ce sera les démarches administratives. Donc, on en a déjà commencé quelques-unes avec les bourses. La bourse Mermoz, donc il y avait une deadline, on y revient après pour le 15 octobre. Il y a les assurances également et il y aura les visas. Concernant les visas, nous ne sommes pas habilités à donner des informations sur les visas, puisque ça dépend vraiment des ambassades, des consulats. Et donc, toutes questions pour les visas doivent être adressées soit à l'université partenaire qui peut avoir des informations, soit, et ça c'est mon conseil premier, j'ai envie de dire, soit les adresser au consulat du pays dans lequel l'étudiant partira. Il est fortement déconseillé d'engager des dépenses, que ce soit achat de billets d'avion ou déjà réservation de logement sur place avant d'avoir la lettre d'admission. Je conçois que les billets d'avion augmentent de jour en jour, puisque en plus, au plus on se renseigne, au plus on fait monter les prix. Donc, forcément, les prix d'avion augmentent. Donc, je comprends que vous souhaitiez déjà réserver l'avion pour votre enfant. Par contre, si l'avion est réservé et qu'ensuite la date de rentrée est antérieure à la date d'arrivée dans le pays, il faudra changer le billet, puisque nous demandons absolument aux étudiants d'être là le jour de la rentrée internationale. C'est vraiment important pour prendre ces marques que d'être là quand tout est expliqué.
Donc, vous pouvez engager des dépenses, j'ai envie de dire, à vos risques et périls, c'est-à-dire que si jamais il faut changer, eh bien, s'il y a des frais de modification, ils seront à votre charge et celle de vos enfants. Ensuite, on va revenir sur les assurances. Donc, au niveau du logement, en général, il y a deux possibilités. Soit les étudiants sont logés dans l'université au niveau de la résidence, soit ils se renseignent d'eux-mêmes pour être assurés, pour être, pardon, logés dans le privé. Il faut, en tout état de cause, vérifier qu'en cas d'incident, l'étudiant est bien assuré. Je ne peux malheureusement pas connaître toutes les conditions d'assurance dans les pays du monde. Donc ça, il faut absolument que chacun, chacune pose la question au moment de prendre une location. Une question bête, hein, mais de demander si jamais voilà, il y a une fuite d'eau et que, enfin, où je laisse mon robinet ouvert et donc il y a de l'eau partout. Si malheureusement, je mets le feu à l'appartement. Est-ce que je suis assurée ou pas? Quelle assurance je dois prendre? Donc ça, c'est une question à poser soit au propriétaire ou à la résidence universitaire et éventuellement se rapprocher également du service international de l'université d'accueil. Au niveau des assurances, on va dire plus l'assurance médicale et civile. Nous demandons à l'ISTC que chaque étudiant parte en échange en étant couvert sur trois points: la maladie, la responsabilité civile et le rapatriement. Et pour ça, il faut souscrire un plan de santé international, PSI. Et ça, c'est vraiment obligatoire. Nous vérifierons que chaque étudiant est bien assuré pour son départ à l'étranger. Pour ça, vous pouvez souscrire donc soit à l'assurance négociée par l'ISTC. Alors, c'est juste, en gros, on est facilitateur. Il y a aucun engagement commercial de notre part ou financier. C'est simplement que on sert de relais entre le cabinet. Et donc, pour ça, donc c'est une assurance qui comprend les trois points, hein, forcément, responsabilité civile, le rapatriement et la maladie. Et donc, les tarifs sont de 37 euros par mois pour le Canada et les USA, où là, c'est 47 euros par mois. Et les étudiants trouvent le dossier dans Teams. Donc, si vous avez besoin d'avoir les documents, vous pouvez demander à vos enfants. Autre solution, vous pouvez tout à fait recourir à une assurance de votre choix. Peut-être que vous êtes même déjà assuré sur ces trois points-là pour un départ à l'étranger. Et dans ce cas-là, il faudra que l'étudiant justifie son adhésion à une assurance qui comprend bien les trois points. Et cela est à rendre pour le 1er décembre, dernier délai, à ma collègue Dana de Bomy. Ensuite, au niveau des soins de santé, ici j'ai repris quelques informations donc, que je vous détaille un petit peu ici. Au niveau des conditions sanitaires, je conseille aux étudiants d'aller sur le site de l'Institut Pasteur pour bien préparer son voyage d'un point de vue sanitaire, les vaccins, etc. Je leur ai donné aussi comme règle de base le fait qu'on se fait soigner là où on tombe malade, puisque j'ai envie de dire les maladies sont liées à l'endroit où on se trouve, bêtement, mais on a pour coutume de dire que la gastro, quasi en dehors de la France, bah, on la connaît pas trop. Donc voilà, ce sont des règles de base très très importantes pour la santé des étudiants. Et puis, j'ai pris un petit exemple là, de soins à l'étranger qui peuvent coûter bien plus cher qu'en France, d'où vraiment l'importance de souscrire à un plan international de santé. Pour les étudiants qui partent en Europe, ils auront pour obligation également de partir avec en poche la carte européenne d'assurance maladie. Je vous mets quelques informations également ici à l'écran. Vous avez, donc, elle est gratuite. Il faut en faire la demande dès maintenant auprès de la CPAM si les étudiants ne l'ont pas ou si la leur a déjà expiré, puisqu'elle est valable, je pense, désormais 2 ans. Elle est valable dans les pays de l'Union européenne et il n'y a pas d'avance de frais si les étudiants vont dans des établissements conventionnés. Le remboursement se fait normalement à hauteur du tarif France, du tarif du pays d'accueil.
et il y a une possibilité de remboursement en France à hauteur du tarif français. Mais dans ce cas-là, ça passe par une commission. Si on va dans un établissement non conventionné, là, il y aura des frais de santé à avancer. Et attention, puisque l'assurance rapatriement n'est pas comprise, la responsabilité civile n'est pas comprise non plus. Et le remboursement peut être, et souvent même, uniquement partiel. D'où, on le répète, la nécessité et l'obligation imposée par l'ISTC de prendre un plan de santé international. En dehors de l'Europe et surtout en Amérique du Nord, l'université impose parfois sa propre assurance. Et dans ce cas-là, il faut vraiment vérifier que les deux autres points, donc cette assurance comprend généralement tout ce qui est lié aux maladies, hospitalisation, etc. Mais il faut bien vérifier que ça comprend également le rapatriement et la responsabilité civile. Et attention à l'assurance qui est contractée par le biais de la carte bancaire. En effet, quand on achète des billets d'avion, selon les contrats des cartes bancaires, on peut être assuré. Il y a deux points. Donc, attention parce que l'assurance est bien souvent limitée à 90 jours. Donc, ça ne couvre pas la période complète à l'étranger. Maintenant, il est possible de bénéficier de cette assurance pendant les premiers 3 mois et ensuite de souscrire, par exemple, à l'assurance en lien avec l'ISTC pour compléter. Ça, c'est pas un problème du tout. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de couverture, puisque là, on prend le risque, même si c'est sûr un jour, eh ben, on prend le risque d'être à l'hôpital ce jour-là et de ne pas être assuré. Et autre point à vérifier auprès de l'assurance, c'est que ce soit bien un remboursement de frais et non pas une avance de frais. La différence est loin d'être minime puisque il vous avance les frais, c'est-à-dire que vous êtes à l'hôpital, il vous paye les frais. Donc c'est vrai qu'on ressort de l'hôpital, on n'a pas sorti notre carte bleue, donc tout va bien. Sauf que quelques temps après, on reçoit la facture des frais engagés auprès de l'hôpital par l'assurance de la carte bancaire à son domicile et on doit nous rembourser les frais. Donc c'est pas une... Bien faire attention que ce soit un remboursement de frais par l'assurance de la carte bancaire et non pas seulement une avance de frais. Au niveau du Québec, on a une bonne dizaine, quinzaine d'étudiants là, qui vont partir chez nos cousins québécois. Et donc, eux doivent récupérer absolument un formulaire qui s'appelle le SE 401Q106. C'est très précis. Et ce document, en fait, donc quand ils viennent dans le bureau, on a déjà même rempli les renseignements personnels. Nous, on remplit une partie qui nous concerne avec les informations sur l'échange. Ensuite, charge à l'étudiant de contacter son centre de CPAM pour connaître la procédure parce que la CPAM va devoir remplir une partie et ensuite le rendre à l'étudiant. Il faut absolument que chaque étudiant qui part au Québec ait dans sa valise ce document rempli et signé par la CPAM. Parce que ça va permettre à l'étudiant d'être affilié gratuitement au système de santé québécois et donc d'avoir le remboursement total ou partiel des frais de santé. Je m'excuserai pour la faute d'orthographe. Et par contre, en cas de non-remise du document, l'université réclamera aux étudiants des frais obligatoires d'affiliation au système de santé québécois qui s'appelle la RAMQ. Et donc, ces frais s'élèvent à peu près à 300 dollars canadiens par an. Donc, je pense que l'étudiant a tout intérêt de partir avec ce formulaire dans sa poche. Et attention, dernier point, c'est que cela ne comprend au niveau du Québec que les frais médicaux, hospitalisation. Ça ne comprend ni la responsabilité civile. Et donc, je reviens à l'obligation de prendre un plan de santé international. Au niveau des finances, donc pour rappel, il n'y a aucun en tant que tel à régler à l'étranger, c'est-à-dire qu'on ne vous demandera pas de régler en plus de l'ISCC des frais de scolarité pour l'autre université dans laquelle votre enfant ira. Par contre, les frais qui vous reviennent, ce sera les frais éventuellement liés au visa s'il faut en faire un, les frais de transport pour se rendre sur place,
Bien évidemment, tout ce qui a attrait à la vie quotidienne, donc le logement, la nourriture sur place. Il peut y avoir également des frais relatifs aux cours. Par exemple, il y a encore dans certains pays, il y a encore beaucoup de livres à acheter ou de polycopiés de cours également à acheter. Et là, j'insiste sur le fait qu'il ne faut surtout pas acheter des livres de première main, mais voir sur Internet ou à la bibliothèque sur le campus pour louer ces livres-là en seconde main. Voilà, souvent ça s'achète ou ça se retrouve de différentes manières. Donc surtout ne pas payer plein pot les livres aux États-Unis, par exemple. Une question qui m'est souvent posée également, c'est la question du compte à l'étranger. Est-ce qu'il faut en ouvrir un ou non? Alors, il y a eu beaucoup de progrès de fait ces dernières années par les banques françaises, et puis parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger chaque année. Et donc, il y a beaucoup de banques aujourd'hui qui, suite à un rendez-vous, en leur expliquant le projet de l'étudiant, eh ben, la banque va décider de ne pas imposer de frais internationaux pendant la période d'échange. Donc, ça permet à l'étudiant d'utiliser sa carte bleue à l'étranger sans avoir de frais en plus à payer. Ensuite, toujours bien lire les recommandations de l'université à ce sujet. Souvent, les étudiants reçoivent un petit booklet avec ce qu'il faut faire, pas faire. Et donc, ça peut être bien de se rapprocher de l'université d'accueil pour avoir cette info. On reste dans la finance, mais cette fois-ci, pas côté dépenses, mais côté aide. Et donc, il y a deux aides. Il y a la bourse Erasmus pour les étudiants qui partent en Europe et la bourse Mermoz pour ceux qui partiront en dehors de l'Europe. Au niveau de la bourse Erasmus, donc ce sera pour tous les étudiants qui partent en Europe, y compris ceux qui partent en Angleterre. Pour l'instant, l'Angleterre est restée encore dans le cadre Erasmus. Il n'y a pas d'éligibilité, de seuil d'éligibilité pour les étudiants, d'accord? Donc tous les étudiants qui partiront en Europe auront une bourse. Sachant qu'il n'y a pas de calcul à faire, puisque les étudiants sur le cycle licence peuvent bénéficier de 12 mois de bourse au total, que ce soit pour un stage à l'étranger, pour un échange à l'étranger, le tout bien évidemment en Europe. Les forfaits, je parle bien de forfait semestriel, donc c'est-à-dire c'est pas un forfait mensuel, c'est un forfait pour l'ensemble du séjour. Ça dépend du coût de la vie sur place. Donc ça, c'est décrété par l'agence Erasmus et donc les forfaits vont, en fonction du lieu d'échange, vont de 825 euros à 1194 euros par semestre. Le premier versement a lieu à mi-janvier et il s'agit d'un versement qui correspond à 70% de la bourse. Et les derniers 30% sont remis à la fin à l'étudiant s'il a rempli le rapport en ligne et s'il a remis l'attestation de présence qu'on lui enverra également à faire remplir par l'université. La réunion, on a décrété une réunion obligatoire le jeudi 26 octobre à 12h30 pour tous les étudiants qui partent en Europe. Et comme ça, on va faire la demande en ligne avec eux. Et comme ça, on sait que tout sera fait en bonne et due forme. Suite à ça, chaque étudiant recevra dans sa boîte mail un contrat qu'il devra imprimer et signer absolument au stylo. Ça, c'est une obligation de l'agence Erasmus. Donc voilà pour la bourse Erasmus. Et pour les étudiants qui partiront en dehors de l'Europe, eux pourront faire une demande pour la bourse Mermoz. Tout le monde ne pourra pas faire de demande puisque là, contrairement à Erasmus, il y a un seuil d'éligibilité qui est en fonction des revenus de la famille. Et donc, il faut voir le quotient familial de chaque famille, c'est-à-dire le revenu imposable divisé par le nombre de parts. Ça, il suffit de regarder sur le dernier avis d'imposition. Et si vous êtes en dessous de 30 000 euros de quotient familial, dans ce cas-là, vous pouvez déposer un dossier. Attention, il y a beaucoup de demandes et donc ce n'est pas parce qu'on dépose un dossier qu'on a forcément la bourse Erasmus. En gros, on reçoit une enveloppe de la part de la région au niveau de la Cato et cette enveloppe est répartie parmi tous les étudiants qui font une demande Mermoz. Et
En gros, il y a 3 commissions. Donc, il y en a une qui a eu lieu au mois d'octobre. Oui, d'octobre. Il y en aura une autre au mois de février-mars et une toute dernière en juillet. Et en fait, en général, à celle du mois d'octobre, on va dire que tous les dossiers dont les quotients familiales sont compris entre 0 et 12 000 euros vont avoir la bourse. Ensuite, on attend le mois de mars pour voir en fonction du nombre de dossiers reçus sur l'année si on peut faire monter ce plafond. Donc, parfois, ça monte jusqu'à 16 000 euros sur la deuxième commission. Et puis, on attend la toute dernière commission pour voir jusqu'à où on peut aller. Il y a des années où on a énormément de demandes et donc on ne peut pas aller au-delà de 22 000 euros, par exemple, pour le quotient familial, pour les derniers dossiers acceptés. Et puis, il y a des années où il y a moins de demandes, ou alors on a une enveloppe plus importante de la part de la région. Et dans ce cas-là, on peut attribuer une bourse à tous les étudiants qui répondaient aux critères de 30 000 euros de quotient familial maximum. Grâce à cette bourse, les étudiants ont droit à une allocation de 92,40 € par semaine de mobilité, donc ça fait à peu près 400 euros par mois, sachant qu'il y a une dégressivité ensuite dès l'instant où on est au-delà de 12 000 euros de quotient familial. Il y a également un forfait qui est mis en place pour une participation aux frais de voyage si les étudiants sont également boursiers du Crous. Comme je vous le disais, il y a plusieurs commissions et donc le versement ne se fait pas forcément avant le départ. Le versement peut tout à fait se faire au retour. Si l'étudiant doit attendre la dernière commission pour savoir si son dossier est accepté ou non, dans ce cas-là, eh bien, il a son versement de bourse au retour de l'échange. Donc, il faut bien l'avoir en tête pour le budget. Et attention, il y a un dossier à créer en ligne avant le départ et à finaliser absolument avant le retour. Sinon, le dossier de l'étudiant ne pourra pas être pris en compte par la région. Voilà pour les bourses. Ensuite, j'ai parlé aux étudiants de leur sécurité à l'étranger. On vit depuis quelque temps, que ce soit d'un point de vue sanitaire ou d'un point de vue sécuritaire, des périodes qui ne sont pas évidentes. Et donc, il y a certaines règles de base à respecter. La première, c'est vraiment de se conformer aux recommandations des locaux. C'est-à-dire, je dois aller d'un point A à un point B je ne sais pas moi, à 8 heures le matin, comment je m'y rends? Est-ce que je peux prendre le bus? Est-ce que je peux prendre le métro? Même question, si je rentre de soirée à 1 heure du matin, je dois aller de tel endroit à tel endroit, comment je fais? Quelle appli de taxi? Etc., etc. Ça, c'est vraiment des choses très importantes à suivre pour la sécurité des étudiants. Ensuite, j'aurais conseillé de faire une copie d'identité et de l'avoir dans leur téléphone, dans leur ordinateur, sur le cloud, enfin, en tout cas, d'y avoir accès au cas où on vole leurs papiers, au moins qu'ils en aient une version digitale, ça peut parfois sauver bien des situations. J'aurais demandé de se comporter de manière responsable. Ils représentent l'ISTC, mais aussi la France, enfin, l'Université catholique, la ville de Lille, mais aussi leur pays. Et donc, c'est important qu'ils se comportent bien. Ça fait 15 ans que je travaille dans les relations internationales. Et voilà, il y a parfois eu des déboires qu'on aurait pu éviter juste avec un petit peu de bon sens de la part des étudiants. Donc, je compte sur eux pour avoir un comportement des plus responsables. Et ensuite, autre obligation, donc on vous disait qu'à l'ISTC, on imposait à chaque étudiant d'être assuré pour la maladie, rapatriement et responsabilité civile. On impose aussi à nos étudiants de s'inscrire sur le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, donc c'est relié au ministère des Affaires étrangères. Et en fait, ça permet à chaque citoyen français d'être répertorié par le gouvernement français. Et ainsi, en cas de souci, eh bien, le gouvernement, en gros, nous cherchera. D'accord? On devrait même le faire pour nos vacances à l'étranger. On ne le fait pas forcément.
Mais en tout cas, nous, pour les échanges, c'est essentiel que les étudiants le fassent. Et donc, on leur demande de créer un compte sur ce site et ensuite d'enregistrer leur séjour, où là, ils vont mettre, vous voyez le petit exemple, on met le pays et également la période où on est sur place. Et donc, on demande à chaque étudiant de nous envoyer, nous transférer cette confirmation d'enregistrement de voyage pour le 1er décembre pour ceux qui partiront en janvier et pour le 15 janvier pour tous les autres départs. Voilà, ça nous permet de savoir que nos étudiants eh ben, seront accompagnés par le gouvernement français en cas de problème quelconque sur place. Donc là, j'ai refait un petit mémo pour bien rappeler à tout à chacun ce qui convient de faire avant le départ. Donc, on a parlé du visa auprès de l'ambassade du pays d'accueil, du logement avec les questions à poser à l'université. Ensuite, les bourses, donc ça, ce sera avec nous. Pareil pour les assurances. Pas oublier de faire la copie scannée de la carte d'identité. L'inscription sur Ariane, on vient d'en parler. Les vaccins, s'il y en a besoin. Donc là, pareil, on a parlé de l'Institut Pasteur. Vous pouvez également vous rapprocher de votre médecin de famille pour avoir plus d'informations. Et ensuite, il y a un site qui est plutôt bien fait qui s'appelle Ready to Go et où il y a pas mal d'infos sur les pays. Donc, c'est vraiment une bonne source d'information. Et si possible, les étudiants doivent choisir leurs cours et les faire valider avant départ. À l'arrivée, on leur a demandé de nous informer de leur arrivée sur place par email. Ça nous permet de suivre un petit peu leur trajet et savoir que voilà, ils sont arrivés et qu'on a un œil sur eux. Ensuite, on leur demande de faire valider les cours dès que possible par email, de faire le Learning Agreement, ce fameux contrat tripartite entre l'université, l'ISTC et l'étudiant. Et ensuite, j'aurais dit que j'étais vraiment à leur disposition pour toute question. Alors, ça peut être une question par rapport au cours, bien évidemment, mais ça peut être également des soucis personnels rencontrés sur place. En toute honnêteté, on se rend bien compte d'année en année de la fragilité de nos jeunes aujourd'hui, qui ont vécu voilà, le Covid, les guerres, le terrorisme et voilà, c'est pas forcément évident de se construire là-dessus. Donc, on sait qu'il y a des étudiants qui partent avec, bah voilà, avec un bagage parfois un petit peu lourd, avec parfois certaines difficultés. Et donc, vraiment, je me tiens à leur disposition et je me tiens aussi à votre disposition si jamais vous sentez que votre enfant n'est pas forcément au mieux à l'étranger. Ça arrive chaque année, hein, donc il y a rien de voilà, d'exceptionnel. Simplement, nous, on tient à être présent. Après, en fonction des situations, on voit comment on agit. Il se peut parfois qu'on fasse revenir un étudiant parce que vraiment, il n'est pas bien et que c'est pas possible de le laisser sur place. Il y a des étudiants, ça m'est encore arrivé là le semestre dernier, une étudiante qui est arrivée au Canada, qui se sentait pas bien. On a demandé à ce que les psychologues, alors de l'université sur place, mais aussi du CPSU ici à la Cato, puissent prendre contact avec elle. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a eu un suivi et au final, là, elle est restée sur place et tout se passe pour le mieux. Mais elle a eu besoin de cette petite, on va dire, cette petite aide pendant quelques semaines. Voilà, une petite aide sur laquelle s'appuyer pendant quelques semaines. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Comme j'ai dit, les étudiants, il faut qu'ils soient acteurs de leur projet. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Donc c'est vrai qu'au début, j'insiste beaucoup pour que quelque part les parents n'interviennent pas trop et laissent aussi l'étudiant à un moment donné se dépatouiller, hein. Comme je leur dis, bienvenue dans le monde des adultes. Bah oui, il y a des papiers à faire. C'est pas forcément très drôle tous les jours, mais en tout cas, je pense que ça les fait énormément grandir que de prendre ça en charge. Et je pense que ça participe aussi à la réussite de l'échange. C'est-à-dire que si il a fait tout ça, ben, il sera d'autant plus fier à la fin du chemin parcouru. Par contre, dès l'instant où vous sentez que votre enfant ne va pas bien d'un point de vue psychologique ou autre, n'hésitez pas à m'en alerter pour que je me mette en contact éventuellement avec mon partenaire s'il y a besoin.
Voilà, donc vraiment là-dessus, soyez très à l'aise. Et voilà, on leur a rappelé le fait de représenter dignement notre école, notre ville, notre pays. Et je leur ai rappelé également qu'ils étaient communication. Alors autant on peut pardonner plus facilement des écarts de communication à des étudiants de finance ou je ne sais quoi d'autre, des étudiants de communication qui publient sur des réseaux sociaux des choses qui peuvent être ensuite malheureusement utilisées contre eux ou contre l'ISTC, l'Université catholique de Lille, on aura beaucoup plus de mal à les pardonner. Parce que eux connaissent les dangers des réseaux, eux connaissent les dangers de la communication digitale. Donc voilà, je les ai mis en alerte là-dessus également. Et ensuite, au retour, il y aura encore quelques dernières modalités à régler au niveau des bourses, donc une attestation de présence, un rapport final, un test de langue également. Il faudra qu'ils nous fournissent le bulletin d'échange et qu'ils remplissent le bilan de l'ISTC. Et bien sûr, ensuite, on leur demande de participer à la promotion des échanges au sein de l'ISTC. Et donc ça fait partie du forum, voilà, le forum international en 2024. On n'y est pas encore, on va déjà les faire partie. Ensuite, on verra. Et là, quelques petites infos donc, sur comment je leur conseille de se renseigner d'ores et déjà sur leur échange. Donc, sachez que le jour où j'ai fait la présentation, donc le jeudi 12 octobre, on a déjà organisé un forum international donc avec, il y avait, je pense, une trentaine d'universités représentées par les étudiants de troisième année qui sont partis l'année dernière et donc qui ont pris 2 heures de leur temps pour, sous forme de petits stands, donner toutes les infos aux étudiants qui souhaitaient en avoir. Donc je pense que là, il y a déjà aussi beaucoup d'informations qui ont circulé. Ensuite, on a un projet qui s'appelle Explore the Globe de Coventry University, notre partenaire anglais. Et là, c'est l'occasion de se renseigner sur un pays en particulier. Donc, en gros, le concept, c'est une semaine, un pays. Et là, il commence avec l'Europe. Donc, cette semaine, c'est en Espagne. Ensuite, ce sera la France avec notamment un webinaire de nos étudiants master. Si vous souhaitez voir un petit peu ce que nos étudiants de master sont capables de faire en animation de webinaire sur la France et ses charmes cachés, eh bien, écoutez, je vous invite à vous inscrire également. Ensuite, il y aura l'Angleterre, la Pologne, voilà, l'Allemagne, la Belgique et la Roumanie. Donc, et ensuite, ce sera le reste du monde au début de l'année 2024. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, c'est une période particulièrement chargée au niveau de l'international parce que on a des 93 donc là, étudiants de deuxième année qui vont partir. On a également 60 étudiants internationaux sur notre campus ce semestre. On commence la campagne d'admission pour le deuxième semestre, où là, je pense qu'on va atteindre aussi 40 étudiants internationaux. Donc voilà, c'est une période chargée. En tout cas, chaque mail aura une réponse, ça c'est sûr. Peut-être pas aussi rapidement à chaque fois, mais en tout cas, on répond à vos sollicitations dès qu'on peut. Voilà, je vous remercie. Je souhaite à tous les étudiants vraiment de profiter de cette belle expérience, mais également à vous, parents, de profiter de cette expérience, peut-être pour aller les rejoindre quelques jours dans leur nouvel environnement. Et puis également de profiter voilà, du fait que clairement, il y aura un avant et un après pour eux. Ils ont à peine 20 ans pour la plupart et partir comme ça, 4 mois à l'étranger, loin de tout, loin de leurs repères, etc., forcément, ça les fait grandir. Et donc, je suis certaine que vous les retrouverez très différents de ce que vous les avez laissés à l'aéroport ou à la gare le jour J. Donc voilà, vraiment, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter et puis à bientôt. Au revoir.